Ah, ça y est, on m'entend, c'est cool. Bien, merci à vous, bienvenue. Donc du coup, on a 3/4 d'heure pour discuter un petit peu avec nos 3 invités sur les usages concrets en entreprise de ChatGPT. Alors, on ne va pas forcément aborder que le technique, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations aussi autour des usages de ChatGPT. Et donc, pour discuter de tout ça, on a 3 professionnels. Voilà, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Damien, donc je suis Content Manager SEO pour Dimo Diagnostic. Donc, c'est l'optimisation des moteurs de recherche, donc pour celles et ceux qui se posent la question. Et mon rôle, c'est de faire apparaître le contenu de leur site en priorité dans les moteurs de recherche, principalement Google. Et pour dire un petit mot sur l'entreprise pour laquelle je travaille, donc Dimo Diagnostic, c'est une entreprise qui est dans le diagnostic immobilier et qui se positionne, ce qui est intéressant, en tant que disrupteur dans le diagnostic immobilier parce qu'il développe des outils en interne et en externe digitaux pour vraiment changer la donne dans ce secteur-là. Un petit exemple, il y a quelques années, quelque chose qu'ils ont mis en place et qui était à l'époque assez révolutionnaire, c'était d'avoir peut-être une chose bête aujourd'hui, mais un devis en moins de 24 heures et une facture également en moins de 24 heures après l'intervention du technicien. Et donc ça s'est fait par des systèmes d'automatisation, etc. Et chose aussi qui développe, c'est une application qui permet aux différents secteurs immobiliers de pouvoir prendre leur rendez-vous directement en ligne et sans devoir passer un coup de fil, etc. Bon, c'est aujourd'hui des choses qu'on a l'impression que c'est bête et méchant, et finalement derrière il y a quand même un gros travail qui est fait. Et donc cette société-là travaille beaucoup là-dessus. Et puis moi personnellement, il me permet de travailler sur les IA et développer ces outils-là pour augmenter la productivité des équipes et améliorer la qualité du contenu. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Sioufi, je suis le responsable du développement de l'activité santé chez Illwin Technologies. Donc, on aura l'occasion de vous représenter ça plus en détail parce qu'on est nous spécialisés dans le traitement du langage naturel chez Illwin. Donc notamment le thème qui nous intéresse aujourd'hui sur les IA génératifs dont ChatGPT fait partie. Et donc on a cette activité santé, mais on est aussi présent sur d'autres secteurs chez Illwin comme les assurances, les ressources humaines, la logistique, le secteur bancaire, etc. Mais bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus juste après. Merci, bonjour à tous. Moi, c'est Goulven Furet pour le Crédit Mutuel Arkea, donc une banque mutualiste bien connue dans l'Ouest breton. J'ai 2 casquettes. Une première autour de l'usage responsable de la donnée. Le groupe est passé entreprise à mission et souhaite vraiment travailler sur les aspects et les enjeux éthiques de l'usage et du traitement de la donnée. Et en parallèle de ça, je chapeaute un peu et j'anime justement la conduite de ces IA génératives et je structure ça au niveau groupe. On aura aussi l'occasion d'en reparler. Voilà, merci. Et donc moi, c'est Stéphane Jamin-Normand. Je suis le formateur référent pour l'école Microsoft IA Simplon-Izen sur Brest. Donc, du coup, j'accompagne des personnes en reconversion qui vont travailler dans l'IA. Donc, ils ont 7 mois d'intensif, puis 1 an en alternance en entreprise. Et j'interviens aussi en tant qu'enseignant en master à l'école Izen. Et on a commencé déjà à faire nos premiers cours sur les IA génératives avec nos élèves. Ouais, mais ça fait du Larsen par là. Par là, c'est mieux. Merci. Et donc voilà. Et on va proposer aussi des formations sur le prompt engineering aux entreprises d'ici la rentrée. Donc sur le format qu'on va vous proposer pour ces 3/4 d'heure, on va laisser nos 3 intervenants vous expliquer un petit peu comment eux ils abordent les IA génératives dans leur profession. Donc chacun va faire des démonstrations ou des explications. Et après, ça va prendre à peu près la moitié de notre temps. Et puis l'autre moitié, ça sera ouvert aux questions de la salle pour que les invités puissent vous répondre à vos questions. Donc on va commencer par Damien.
Alors, du coup, je vais vous montrer vraiment là un cas pratique du type d'utilisation qu'on fait sur la création de contenu, purement la SEO. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'apparaître en priorité sur le moteur de recherche Google. Et donc là, j'ai pris un exemple, bon, parmi tant d'autres, mais vu qu'on est dans le domaine de l'immobilier, donc j'ai choisi un domaine un peu au hasard, un mot-clé qui s'appelle souplex. Et en fait, nous, aujourd'hui, on travaille avec les IA pour nous aider à créer, on va dire, une première bribe de contenu qui va nous faire gagner du temps, parce que par la suite, nous, on va pouvoir utiliser cette base de contenu pour pouvoir implémenter ensuite de la qualité, des ressources que nous, on va ajouter et des données internes aussi qu'on pourrait avoir pour pouvoir vraiment ajouter du qualitatif. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que surtout, ça va pas mal nous mâcher le travail, on va dire, sur une première base. Et nous, par la suite, on va pouvoir vraiment travailler dessus. Donc, je vais faire un petit cas concret avec un plugin qu'on utilise qui est connecté du coup à ChatGPT et qui utilise donc la ChatGPT 3.5. Donc on n'utilise pas le 4 pour l'instant pour des soucis de quantité parce qu'on est quand même une équipe de 7 personnes. Donc on préfère utiliser le 3.5. Et je vais vous montrer un petit peu ça. Donc là, le travail qu'on fait en général, c'est qu'on va s'inspirer d'un contenu qui est déjà existant sur la SERP. Et là, on va demander à l'IA donc, de s'inspirer de ça pour pouvoir nous faire un premier contenu que nous, par derrière, on va pouvoir retravailler. On va bien entendu vérifier tout ce qui est duplicate content, donc contenu dupliqué. On va vérifier que le contenu n'est pas justement tout simplement copier-coller, mais vraiment avoir une première base de contenu. Alors, je vais poser mon micro, ce sera plus simple. Alors, l'outil que j'utilise, si vous vous posez la question, ça s'appelle ARPA AI. Et c'est un outil qui est déjà développé, donc c'est un outil externe qu'on utilise et qui va nous permettre en fait d'avoir des briefs, donc les fameux prompts GPT, bien spécifiques par rapport à nos besoins dans notre thématique, donc le SEO, le référencement naturel. Donc là, ce que je vais lui demander, c'est déjà de me sortir la liste de tous les différents mots-clés qui sont présents dans l'article. Il va me sortir un tableau avec les différents ratios. Donc ça, déjà, rien que ça, c'est un travail que manuellement, ça nous prendrait énormément de temps et de ressources aussi en interne. Ensuite, on va pouvoir, par rapport à ce tableau, lui demander en fait de se baser là-dessus pour rédiger un contenu. À savoir que le contenu que lui va rédiger, c'est un contenu qui sera unique. Et nous, on fait toujours quand même une vérification par derrière, mais en tout cas, on a fait pas mal de tests. Et donc voilà, ça sera vraiment un contenu qui sera unique. Alors, je vais faire du coup la rédaction, vous allez voir. Donc, comme vous le voyez, c'est, j'ai envie de dire, il y a 6 mois, si on nous disait que c'était capable de faire ça, on aurait dit c'est assez révolutionnaire. Et aujourd'hui, il est capable de nous sortir un contenu qui est assez qualitatif, franchement, et qui nous permet d'avoir une base de travail dessus. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu le résultat que ça donne quand nos équipes ont travaillé dessus. Je vais lui laisser finir. Voilà, je n'ai pas mis de chronomètre, mais je pense qu'on est en dessous des 1 minute. Donc nous, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir récupérer ce contenu et vraiment travailler dessus, apporter forcément de la qualité, parce que
C'est pas du tout notre objectif de balancer du contenu comme ça sur Internet sans qu'il y ait de vérification derrière, etc. Et donc par derrière, donc là je vais montrer un petit peu le résultat. Et donc nous, on va travailler sur tout ce qui est contenu de qualité. On va ajouter des vidéos pertinentes. Voilà, on ajoute des sommaires. On va retravailler les titres forcément parce que l'IA aussi, elle est pas encore, on va dire, 100% au point sur tout ce qui est titre. Donc il faut quand même qu'il y ait forcément un humain ou deux qui passent derrière pour vraiment améliorer le contenu, apporter de la qualité. Et surtout, derrière, c'est créer du contenu pertinent pour le lecteur. Donc il faut toujours penser à ça et pas juste créer du contenu pour créer du contenu finalement. Donc voilà ce que ça donne un petit peu comme résultat. On va ajouter des images de qualité. On va forcément aussi vérifier les sources. Et sur certains cas, alors là j'ai pris comme exemple un mot-clé assez simple, où c'est la définition d'un souplex. Donc, mais sur certains domaines assez juridiques, donc là on va beaucoup mettre des sources étatiques de type gouvernement. Et ça, l'IA aussi peut nous aider à trouver des sources. Alors ça marche d'expérience, ça marche une fois sur deux à l'état actuel avec GPT 3.5. Mais de temps en temps, ça nous permet quand même de gagner du temps parce qu'il y a des sources qui vont nous donner directement le lien vers le gouvernement. Et nous, on va pouvoir vérifier directement si ces sources sont bien véridiques et actualisées pour pouvoir aussi les ajouter dans notre contenu et apporter cette véracité et cette qualité de contenu. Donc voilà, et si aujourd'hui on regarde le résultat, donc là si vous tapez cette requête dans le moteur de recherche Google, vous allez voir qu'on apparaît au moins dans le top 3. Alors les résultats, ça dépend aussi du téléphone sur lequel on est, de l'adresse IP, etc. Mais en tout cas, quand je le tape sur le mien, j'apparais en première position. Donc ça démontre aussi aujourd'hui que, ok, il y a l'IA, ok, il peut nous créer du contenu, mais il ne faut pas oublier que derrière, il faut des humains pour travailler dessus et apporter de la qualité et de la véracité. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci. Je vais laisser la parole à Alexandre. Du coup, ouais, parfait. Donc, pour revenir un peu sur la partie donc Illwin, pour faire un petit présentation d'Illwin très rapidement, pour que vous compreniez comment on se positionne sur le traitement du langage naturel. Illwin, c'est une entreprise qui a été créée en 2017, spécialisée sur l'IA. On est aujourd'hui plus de 80 dans l'entreprise, essentiellement des data scientists, toute une équipe de R&D sur ces sujets du traitement du langage naturel. On a beaucoup publié ces dernières années. Nous, on est hyper contents de tous les sorts qu'il y a eu sur le NLP depuis maintenant fin 2002 avec ChatGPT, parce qu'en fait, ça faisait quand même maintenant nous plus de 6 années où on vulgarisait ces technologies-là. On nous prenait pour des personnes qui, très difficile d'expliquer ce qu'on faisait, et en fait, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, c'est vraiment répandu dans le grand public, et on est très content de ça. Illwin, on développe à la fois des produits sur l'IA générative, donc dans le domaine de l'analyse documentaire, de moteurs de recherche. On travaille beaucoup avec le CHU de Brest, et notamment Win et Adrien Bussard sur les sujets de recherche d'information pour les professionnels de santé. Et on a aussi toute une activité de projet sur mesure en IA et sur les LLM, donc sur l'IA générative. Donc si tu vas sur la slide d'après, ça montre un peu les cas d'usage qu'on va être capable de traiter sur l'IA générative en entreprise. Aujourd'hui, ces différents produits que vous voyez au-dessus, ils sont servis par une plateforme d'IA multimodale qu'on a lancée qui s'appelle Next et qui va permettre d'intégrer différents types de sources de données, que ce soit des données textuelles, documentaires, des données type de voix,
En fait, la voix, lorsqu'on la retranscrit, c'est une conversation, ça peut être un compte-rendu. Et donc ensuite, pour l'exploiter, on va utiliser des technologies du traitement du langage naturel. Et donc comme cas d'usage ensuite qu'on va être capable de traiter, ça va être à la fois sur faire de la recherche d'informations dans des corpus documentaires internes à des structures. Donc typiquement ce qu'on fait avec le CHU de Brest, mais aussi d'autres acteurs dans le secteur juridique, bancaire, assurance. Et tout l'enjeu là sur l'IA génératif, hein, vous avez tous testé ChatGPT. Sur ce type de cas d'usage, c'est d'être capable d'avoir un LLM, une IA générative, qui va se contenter de répondre par rapport à une source documentaire donnée et ne pas faire par exemple d'hallucinations par rapport à des connaissances externes que l'IA pourrait avoir appris lors de l'étape d'entraînement. Et donc, et aussi de pousser les sources de la réponse. Je pense qu'on l'a vu dans l'exemple, il y a aujourd'hui beaucoup de challenges, d'être capable d'avoir une information sur, voilà, je réponds à tel élément par l'IA génératif et cet élément se trouve à telle source du corpus fermé de l'entreprise. On travaille aussi sur, peut-être si tu reviens juste avant, aussi sur l'automatisation du traitement de documents, extraire des éléments d'attestation d'assurance, de contrats, de documents type bulletin de salaire, fiche de CV, etc. En fait, l'IA aujourd'hui, notamment l'IA générative, permet d'aller extraire ces éléments de documents. Sur des sujets de traitement de mail, d'agents conversationnels nouvelle génération, pouvoir échanger beaucoup plus librement avec un bot. Donc il y a beaucoup de sujets aussi là, comme cas d'usage sur de la formation, être capable de présenter des expériences immersives conversationnelles pour de la formation de professionnels de santé, d'agents dans des centres de services clients par exemple, à traiter des cas qui sont plus proches du réel. Et enfin, des sujets où on va permettre d'automatiquement répondre, de remplir des logiciels métiers par la voix. Donc un professionnel de santé qui va parler et automatiquement, ça va remplir au bon endroit l'information dans son logiciel. Là, derrière ça, il y a aussi de l'IA génératif sur ces sujets. Peut-être très rapidement pour vous présenter, nous, cette plateforme qu'on a développée qui s'appelle Next. On insiste beaucoup sur la capacité d'embarquer ces technologies d'IA générative dans l'infrastructure de nos clients. Et dans ces cas-là, c'est assez compliqué. Parfois, il y a des vraies contraintes d'utilisation de solutions comme ChatGPT, où quand en fait vous allez utiliser ces solutions-là, ce qui est important de noter, c'est que les données qui sont renseignées sont ensuite réutilisées par ChatGPT. Il y a eu un exemple récemment où Samsung, certains employés de Samsung avaient communiqué des informations privées de l'entreprise via ChatGPT. Et en fait, ces données avaient été retrouvées dans d'autres conversations des personnes qui étaient hors Samsung. Donc il y a un vrai sujet d'être capable d'aller déployer ces solutions-là dans l'infrastructure de clients comme dans le secteur de la santé, bancaire, assurance, même de la défense, où on peut pas se permettre d'utiliser des solutions en SaaS où les données en fait vont être partagées à l'extérieur. Donc on travaille beaucoup Illuin là-dessus. Et peut-être sur la dernière slide, ça présente plusieurs enjeux qu'on a sur les LLM. Un autre sujet, c'est aussi quand vous voyez, donc il y a ChatGPT avec OpenAI, il y a Google qui a sorti aussi son LLM, il y a Llama qui est un LLM open source sur certains aspects par Meta, notamment Facebook. Falcon aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de celui-ci qui est un LLM open source qui a été notamment financé par Abu Dhabi et Huawei, donc une entreprise chinoise. Il y a un vrai sujet aussi de souveraineté là-dessus. C'est-à-dire quand vous allez utiliser même des LLM open source, il faut se poser la question de qui a entraîné ce LLM, sur quelles données. Si vous prenez un modèle LLM type Llama ou Falcon et vous posez la même question, vous n'aurez pas forcément la même réponse et les corpus d'entraînement sont pas forcément les mêmes. Et il peut exister des biais là-dessus, typiquement sur des questions factuelles, mais qui peuvent être limites, entre guillemets. On s'était amusé, nous, à poser la question quel est le statut de l'île de Taïwan à un LLM type Llama, entraîné donc, par une entreprise américaine, et Falcon, une entreprise à Abu Dhabi et en Chine. Vous n'avez vraiment pas les mêmes réponses. C'est véridique, mais on ne présente pas les faits de la même manière. Donc il y a un vrai sujet aussi à se poser là-dessus. Alors, on est convaincus, nous, chez Illuin, que ça apporte plein de cas d'usage
il y a vraiment une valeur à utiliser l'IA générative, mais ça pose aussi ensuite plein de questions sur comment en entreprise ça peut arriver et de bien avoir en tête tous ces enjeux-là. Peut-être laisser la main du coup à... Oui, merci. Alors, juste pour faire une petite rétro sur l'histoire de l'IA chez Arkea, ça a commencé dans les années 90. Comme Molière, on faisait de la prose sans le savoir, on faisait de l'IA en faisant de l'OCR, un peu comme tout le monde, sans trop nommer ça encore IA à l'époque. Et puis on a suivi le virage un peu comme tout le monde sur les big data et toutes les analyses de données, l'automatisation qui pourrait en être fait, notamment avec un essor en 2010 sur des scénarios de lutte anti-blanchiment, d'aide à la décision sur de l'octroi de crédit, de la lutte de fraude, des scénarios marketing. Et là, effectivement, assez récemment, maintenant, depuis un an, on prend aussi ce virage des IA génératives et on va justement essayer d'aborder un peu ces deux axes, tant l'aspect usage qui est vraiment intéressant et aussi les enjeux un peu de souveraineté, de risques qui sont associés, qui sont pour moi une lecture assez indispensable à avoir du sujet quand on est dans un monde entreprise. Côté Arkea, on est structuré, donc en fait, donc je travaille au Data Office, qui a une cellule qu'on appelle l'IA Factory, qui regroupe une dizaine de data scientists, de MLOps, avec des thèses aussi en entreprise. Donc c'est un point central dans l'entreprise autour de ces sujets d'IA, même si ça n'est pas le seul point. En fait, on a des compétences IA qui vont être réparties un peu dans toute l'entreprise. Nous, notre enjeu, et moi le mien là en l'occurrence autour des IA génératives, c'est d'être capable de structurer, d'harmoniser ça, d'emmener ces considérations risques ou réutilisabilité de ce qui peut être fait dans les différentes structures pour justement arriver à une opérationnalisation et une mutualisation de moyens qui soit cohérente aussi par rapport aux feuilles de route qu'on peut adresser sur le sujet. Sur les usages en fait, et donc là c'est intéressant, le titre de la présentation c'est vraiment usage ChatGPT ou ChatGPT, je ne sais toujours pas comment on l'appelle. Pour moi, ChatGPT, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt des IA génératives. Ça a été une prise de conscience grand public de vraiment des capacités. Quand je dis grand public, c'était aussi des salariés, des décideurs d'entreprise. Ça a permis de faire toucher du doigt vraiment les capacités de ce genre d'outils. Par contre, il ne faut pas que ça cache ce qu'il y a derrière, à savoir des IA génératives et de nombreux acteurs pour certains souverains, pour d'autres moins. Et ça, on va avoir l'occasion aussi d'en reparler. En tout cas, nous, côté IA générative, on va classer ça sur plusieurs typologies d'usage. On va voir tout ce qui va être des fonctions core business, core banking, comme on les appelle, qui vont être d'une grande utilité pour de l'assistance à de la rédaction de mails, pour à l'inverse synthétiser des demandes clients qui vont arriver dans les back-office, dans les middle office. On parlait d'OCR tout à l'heure, c'est aussi dans tout ce qui va être LADRAD, donc lecture automatisée de documents, reconnaissance automatisée de documents, c'est un énorme boost. Les IA génératives permettent vraiment d'améliorer la qualité des scans et des reconnaissances qu'on peut faire de ces documents. Donc côté core business, on a vraiment tout cet aspect lié aux fonctions métiers bancaires, et c'est vrai dans d'autres secteurs qui seront grandement facilités par ces IA génératives. On a aussi tout ce qui va être fonction support, notamment d'un point de vue IT, informatique, où on a des use cases assez impressionnants autour de l'usage de ces IA génératives. Pour en citer quelques-uns, ça va être effectivement, pour le plus connu, de l'aide au debug ou à la génération de lignes de code, mais on peut aussi aller plus loin. Nous, on a des stocks de code qui sont un peu vieillissants sur, par exemple, du mainframe avec du COBOL, du 3270. On s'interroge sur la capacité de ces LLM à traduire et accompagner finalement la portabilité de ces bases de code 3270 vers des langages type Java plus récents, plus maîtrisés, plus industrialisés. Des cas d'usage aussi sur la génération de documentation. On a aussi des vieilles applications sur lesquelles les savoirs ont tendance à se perdre. On pense que ces IA génératives sont capables de prendre en entrée ces bases de code pour lesquelles on a une perte de connaissances techniques, métiers, et de rétro-documenter ça de façon correcte, je veux dire, qui dépasse le cadre des générations de diagrammes UML qu'on pouvait voir à partir de stack objets. Donc ça, c'est un vrai cas d'usage intéressant autour de l'IT. On a évidemment aussi tout ce qui va être des scénarios de communication, que ce soit de la génération d'images ou de la pré-génération de posts LinkedIn, par exemple, ou de contenu de communication dans nos agences. On a vraiment des pistes à explorer autour de ça.
De même, sur tout ce qui va être approche juridique ou risque, la capacité d'un LLM à synthétiser et à retrouver des éléments de risque ou des éléments juridiques dans des contrats qui vont être assez velus, c'est des éléments qui sont intéressants d'un point de vue synthèse. Tout cet aspect de synthèse de contenu est vraiment à prendre en compte. On a aussi des enjeux de moteurs de recherche. Donc, comme beaucoup d'entreprises, on a des monceaux de documentation qui sont parfois compliqués d'accès. On a des moteurs de recherche autour de ça. Pour nous, l'avenir autour de ça, c'est ce que fait Bing aussi, par exemple, c'est la capacité à intégrer une notion de génération de texte, de contenu dans les résultats de recherche qu'on peut remonter à nos salariés. Avec un point important pour nous, ça va toujours être le sourcing et l'explicabilité. Si on prend du OpenAI, il va générer une réponse, on ne sait pas en fait d'où ça vient. Quand on prend ce que Bing fait, il va toujours citer les sources qui emmènent à la génération de sa réponse. Et ça, c'est un point vraiment fondamental pour nous, pour ne pas non plus déléguer toute la responsabilité ou toute le sourcing à une boîte noire qui peut sembler obscure. On a aussi des use cases autour de tout ce qui va être connaissance client. On peut imaginer ça assez facilement. Finalement, la capacité à intégrer, à mettre en entrée tout un ensemble d'éléments relatifs au client. Ça peut aller assez loin. Hein. Ça peut être ses contrats, son historique bancaire. Et justement, à partir de là, synthétiser, factualiser des éléments qui vont permettre aux conseillers d'avoir un œil plus aguerri ou une meilleure connaissance client. Donc ça, c'est vraiment des supports assez intéressants. Un des points, un des premiers use cases, et je pense qu'on va être plusieurs dans ces cas-là, c'est un peu la renaissance de l'approche conversationnelle. Donc les chatbots qui étaient très en vogue il y a encore quelques années prennent un essor considérable avec cette approche IA générative, notamment sur de la donnée publique. Et on va revenir là-dessus dans le slide d'après, mais en fait la capacité à donner en entrée un site web, un ensemble de PDF et à générer automatiquement un agent conversationnel est assez impressionnante. On le voit avec ChatGPT qui équipe pas mal de solutions, type du WonderChat, enfin, il y en a beaucoup. C'est quelque chose, c'est un énorme accélérateur sur cette approche conversationnelle. Ce qu'il y a d'important, c'était plutôt sur cette slide-là, c'est côté Arkea, comment est-ce qu'on intègre en fait tout ce panorama et tout cet éventail de cas d'usage d'IA générative. On est vraiment dans une logique qu'on appelle make or buy. Tout ce qui va être solution type buy, ça va être l'utilisation de services externes, de services managés. On peut penser par exemple à du OpenAI directement ou à du Google avec Palm 2 ou à du Azure qui va justement déployer du OpenAI. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est intéressant parce qu'on va être dans une simplicité et une puissance de mise en œuvre qui est vraiment très directe, très parlante. Par contre, on l'évoquait tout à l'heure, ça pose de vraies questions en termes de souveraineté. Par exemple, du OpenAI, toutes les données qu'on va envoyer dessus, il n'y a aucun respect du RGPD. Il y a juste une responsabilisation de l'utilisateur à faire. Mais si des données personnelles, des données sensibles sortent, c'est complètement hors de contrôle. On n'a aucune garantie que ces données ne seront pas réexploitées par la suite. L'exemple de Samsung là, a été très pertinent sur le sujet. À l'opposé du spectre, on a tout ce qu'on appelle être l'approche make, où finalement on va capitaliser sur nos compétences en data science, notamment avec l'IA Factory et les data scientists qui y travaillent, pour déployer et fine-tuner, spécialiser des modèles open source dans notre environnement et dans lesquels on va être vraiment sur un contrôle des données important. Donc voilà, ça va être vraiment cette approche-là. On en reparlera après. Sur le dernier slide, en fait, ce que je voulais juste montrer, c'est que finalement, cette approche make or buy, on va l'avoir sur plusieurs prismes. Sur l'aspect usage, où on va vraiment vouloir privilégier certains scénarios non risqués, type les agents conversationnels sur des approches buy avec des services externes, là où des données sensibles, clients par exemple, ne seront jamais traitées sur ce genre d'approche, mais plus avec des modèles qu'on pourrait raffiner, utiliser en interne. L'approche risque aussi, très importante dans le monde de la banque. On va cadrer nos différents cas d'usage sur ces verticales-là. Et enfin, tout un volet IA de confiance qui est hyper important pour nous, c'est la capacité à montrer, démontrer d'un usage maîtrisé, raisonné, éthique de l'intelligence artificielle. On va aussi passer ça au crible justement de ces services externes versus des déploiements d'API en interne. J'étais un peu vite sur la fin, je m'en excuse, mais je pense qu'on... Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Bien. Voilà.
Donc vous avez vu quand même pas mal de cas d'usage avec nos invités. Donc là maintenant l'idée, c'est on a un petit quart d'heure pour que vous puissiez poser vos questions sur un peu tous les sujets. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois une main là-bas. Merci pour votre intervention. J'avais une double question en fait pour Damien. Typiquement, vous retouchez quel pourcentage d'un article de blog qui est généré, premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une pénalité infligée par Google lorsqu'on utilise de l'IA pour la rédaction? Ok, alors très bonne question, la deuxième. Alors la première question, alors j'aurais pas de chiffre exact à donner parce enfin, c'est quelque chose qu'on va pas forcément vérifier. Mais après, moi, d'expérience personnelle, sur le type de contenu, on doit être à peu près à plus de 70% d'amélioration du contenu. Après, ça va dépendre forcément des types de requêtes et de mots-clés. Où là, par exemple, sur l'exemple de Souplex, où là, sur ce type de mots-clés, j'aurais vraiment très peu de choses à modifier parce que c'est une requête très facile pour une IA de reproduire. Donc là, on est sur Souplex définition. Donc il va me sortir la définition tout simplement du Souplex. Après, sur des requêtes vraiment beaucoup plus techniques et spécifiques, par exemple, quand ça touche vraiment à notre cœur de métier, là, je pense qu'on est plutôt aux alentours des 70-80% où on va retravailler le contenu parce que déjà, on va apporter notre expertise de métier. On va apporter aussi des données factuelles qu'on a en interne que ChatGPT ne peut pas avoir accès, enfin, du moins en théorie. Et du coup, voilà, donc là-dessus, je ne peux pas donner un chiffre exact, mais on va dire qu'il y a toujours forcément un travail humain qui va passer derrière à hauteur d'un minimum d'au moins, je pense, au moins 30 à 40% de modifications sur les différents articles. Après la deuxième question, donc là-dessus, on a fait beaucoup de recherche et développement et surtout de la veille auprès de Google pour justement savoir, parce qu'au début, on avait aussi un petit peu des appréhensions, enfin surtout moi personnellement, quand on a commencé à parler de ça en interne, forcément, on avait un peu les yeux qui crépitaient, mais en même temps aussi, on ne voulait pas que le site se prenne justement un fameux carton rouge. Et du coup, on a attendu une annonce officielle d'un des développeurs de Google qui avait annoncé que tant que le contenu est rédigé pour le lecteur, qu'il est qualitatif et qu'il est sourcé, alors que ce soit rédigé par une IA ou par un humain, eh ben, ça ne changera rien. Ça sera mis en avant par Google. Donc quand on a eu cette information-là, qui a vraiment été relayée aussi dans la sphère du SEO, du référencement naturel en France, et ben à ce moment-là, on s'est dit go. Voilà. Ok, merci. Une autre question? C'est bien, vous étiez super clair. Moi, j'ai une question pour le public. Oh, on attend. Ah si, j'en ai une là-bas. Donc, question plutôt pour Alexandre et aussi pour Goulven. Au niveau de la souveraineté des modèles, là, quand vous vendez un modèle souverain, c'est juste son exécution qui est plus sur les serveurs français et tout, ou l'entraînement aussi se fait que sur des datasets qui sont déjà contrôlés, ou est-ce que, enfin voilà, parce qu'il y a cette problématique de récupérer des modèles d'ailleurs qui sont déjà entraînés et on contrôle que les données ne sont pas envoyées ailleurs, mais voilà, il y a d'autres questions derrière. C'est une très bonne question. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur donc les LLM, qui sont les Large Language Models, il y a ce qu'on appelle les modèles fondations. Donc, par exemple, GPT-4, c'est un modèle fondation, GPT 3.5 aussi, Falcon, ça en est un, Llama également. Aujourd'hui, pour entraîner son propre modèle fondation, il faut plusieurs millions d'euros pour le faire. Donc, c'est vraiment un coût, un investissement qui est énorme et dont peuvent se permettre uniquement des grosses structures
et donc des très gros acteurs comme Meta, OpenAI et d'autres GAFA ou d'autres structures. Donc nous, aujourd'hui, la stratégie, c'est plutôt d'utiliser des modèles open source, donc des LLM open source, donc qu'il y a aujourd'hui sur le secteur. En fait, depuis fin mars, l'open source vraiment se développe à très grande vitesse sur ces sujets. Il y a des initiatives aussi européennes avec Hugging Face là-dessus également. Donc, on va utiliser ces modèles-là, open source, et après, là où on les spécifie, c'est sur des cas d'usage bien précis, et on peut faire du fine-tuning, c'est-à-dire qu'on peut les réentraîner, mais pas depuis le zéro, mais sur un cas d'usage particulier. Par exemple, si c'est pour faire de la recherche d'informations sourcées sur un type de corpus avec un langage spécifique, on peut ensuite, nous, les réentraîner. Et il y a une vraie spécificité, une complexité à quand même réentraîner ce type de modèle-là. Et après, un des autres enjeux, c'est d'être capable de le déployer. Aujourd'hui, alors ils n'ont pas communiqué de chiffres officiels, mais ChatGPT, en termes d'infrastructure, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars par jour. Donc pour une entreprise, être capable de proposer une solution qui est déployable avec des LLM, il y a toute une ingénierie à prévoir là-dessus. Et je pense, vous l'avez vu, quand vous posez une question à un LLM, vous ne pouvez pas directement non plus exploiter la solution, enfin, la réponse à la question. Il faut aussi que ça rentre dans le cadre d'une solution un peu plus complète, où on peut contrôler éventuellement les réponses fournies par le LLM. Donc il y a pas mal de choses en fait dont on n'a pas forcément conscience au début qui a spécifié là-dessus. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si tu veux rajouter des éléments. Oui, complètement en phase. Nous, on a 2 points de vigilance. Le premier, ça va être, et surtout en première intention, toute la fuite de données. On veut juste éviter, enfin on veut dans un premier temps garantir et éviter que dans cette folie ChatGPT, nos collaborateurs n'aillent envoyer de la donnée personnelle ou de la donnée client, par exemple, sur des endpoints US qui seront absolument pas contrôlés. Donc ça, c'est vraiment la première intention et la première urgence finalement pour nous. Après, il y a tout cet aspect souveraineté finalement qui, pour moi, est quasiment plus de l'ordre du biais, ou en tout cas de l'orientation des réponses qui vont pouvoir être données, qui vont répondre à des corpus de pensée plutôt occidentales ou plutôt orientaux, comme dans le cas d'usage qu'on évoquait tout à l'heure. Mais nous non plus, on n'est pas une petite boîte, pour autant on n'aura probablement jamais la capacité d'aller entraîner un modèle fondation par nous-mêmes, et on restera sans doute toujours dans une approche effectivement de fine-tuning et de spécialisation de modèles existants, avec des garde-fous, des garanties qui sont l'explicabilité, le sourcing et quelque part le contrôle humain. C'est pas demain qu'on délèguera non plus entièrement, même si la tentation est grande, des fonctions complètes à une IA sans intervention, sans contrôle humain derrière. Ok, merci. D'autres questions? Ouais. Oui, bonjour. Donc, en fait, moi, j'ai une question sur la langue. Est-ce que vous travaillez en français, en anglais? Est-ce qu'il y a des... Français pour nous. Français aussi, ouais. D'accord. Français et multilingue également. Juste pour rebondir par rapport à cette question, pour revenir sur les prompts par rapport à ChatGPT, on a remarqué qu'ils étaient plus efficaces quand on les faisait en anglais. Donc je ne sais pas si vous avez vu sur le petit exemple que j'avais fait avec l'outil tout à l'heure, où c'était en anglais et il me faisait une réponse en français parce qu'il va sortir un meilleur contenu, plus qualitatif quand le prompt en lui-même il est en anglais. Après, je pense qu'avec l'évolution, d'ici peut-être même, j'ai envie de dire quelques jours, ça évolue tellement vite, le français sera aussi qualitatif que l'anglais, quoi. Et en fait, là-dessus, l'enjeu, il est sur le modèle fondation, la quantité de données en fait d'une certaine langue qu'il a vue. Et donc aujourd'hui, sur les données françaises, elles sont présentes dans certains corpus d'entraînement de ces modèles-là, mais en quantité quand même relativement réduite par rapport à l'anglais. C'est pour ça que c'est intéressant quand il y a des initiatives françaises sur ces sujets-là. Il y a des entreprises là, qui ont levé récemment, beaucoup d'argent pour justement entraîner ces modèles et des modèles français. Donc, mais les performances sont quand même déjà très bonnes sur la langue française, mais ça va forcément s'améliorer dans les prochaines semaines, mois, même semaines, parce qu'on est plus à cette échelle de temps aujourd'hui sur ces sujets.
Bonjour, merci pour la présentation. Pour revenir au langage, enfin, à la langue qui est employée lors du prompting, c'est vrai qu'en anglais, enfin, moi j'ai constaté que c'était beaucoup plus efficace. Et vous dites que ça va s'améliorer avec le temps. Mais à partir du moment où le langage fondation il est entraîné sur de l'anglais, forcément, comment ils comptent améliorer le modèle derrière si c'est pas réentraîner le modèle de base? Justement, en fait, qu'il y ait d'autres modèles fondation qui auront été pré-entraînés sur plus de données d'une certaine langue, dont la langue française. Donc typiquement, comment? Bah, par exemple, il y a une entreprise française qui s'appelle Mistral AI, qui a levé environ 100 millions d'euros. Et donc, ils vont notamment entraîner leur propre LLM et sûrement avec beaucoup plus de données françaises. Il y a Hugging Face également qui pousse beaucoup aussi sur ces sujets-là. Donc, ça va venir parce qu'il y a des acteurs et il y aura des financements. Il y a un vrai sujet de souveraineté aussi en France, d'être capable d'avoir nos propres LLM et modèles fondation là-dessus. Donc c'est plus avec cette vision-là que je répondais à la question juste avant. Bonjour, en fait moi la question c'était plus pour Stéphane du coup, parce que vous avez dit que vous étiez formateur, et vous quelle utilisation de ChatGPT vous utilisez pour vos formations? Merci Camille, parce que toi, tu es étudiant pour l'instant. Tu pourras peut-être répondre de ton côté après. Faites gaffe, on surveille la triche en ce moment. Bon, entre autres, voilà, on va pouvoir l'utiliser pour détecter la triche. Perso, vu que moi je suis plutôt formateur sur du dev, j'ai tendance aussi à préparer certains sujets sur ChatGPT. Dernièrement, j'ai dû faire un sujet en Java. J'ai pu tester en fait si il était capable de générer le code en moins de 2 heures du sujet que je donnais. Et non. Donc, j'ai pu donner le sujet en toute conscience et laisser les personnes utiliser Internet, toutes les ressources qu'ils peuvent avoir besoin pour coder. Je l'utilise pour préparer mes supports de cours aussi. On a vu tout à l'heure pour générer du contenu. Après, ça à retoucher, à remettre en forme. Niveau appli, côté code, pour commenter le code, c'est vraiment très bien. Comme je vous l'ai recommandé aussi, pour le SQL, il est vraiment top, puisque le SQL, ça existe depuis les années 70. Donc il y a quand même une 50aine d'années de choses stables sur le SQL, et il répond très bien sur les requêtes. Générer des datasets aussi, c'est super bien ça. Plutôt que faire à la main là, pendant 2 semaines, remplir des datasets pour entraîner l'IA, c'est pas mal de demander à ChatGPT de le faire. Voilà, grosso modo, il y a encore 2-3 applis que j'ai dû faire aussi pour ça. J'ai un canal aussi pour générer mes prompts de DALL-E. Je suis vraiment fainéant jusqu'à ce point-là où je demande à l'IA de générer mes prompts pour générer mes images. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, je crois que... Attendez, parce qu'après il y a une autre... Allez, juste une... J'ai droit à 1 minute, on va dire. Alors oui, donc j'ai une dernière question. Donc c'est plus pour Goulven. Donc c'est par rapport à la génération de code. Donc est-ce que ça peut être général aussi, hein, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont utilisateurs de Copilot par exemple sur GitHub ou de solutions d'IA, de génération de... Alors moi, à titre personnel, je l'ai testé. Par contre, dans l'entreprise, on va le tester, mais on n'est pas sur la... Donc, Copilot est très lié à du GitHub. Nous, on est sur une stack plutôt GitLab. Donc, ça demanderait aussi un peu un ajustement autour de ça. C'est un scénario qu'on va tester, mais on va aussi regarder tout ce qui se fait du côté de Tab9. Alors, je ne suis pas expert là-dessus, mais il y a d'autres modèles plus orientés développement. Même si clairement c'est Copilot pour l'instant qui tient quand même le haut du panier dans ses promesses, en tout cas autour des usages IA génératifs pour le développement. En sachant aussi que ChatGPT et de toute façon Copilot ont été traînés sur les dépôts Git directement, donc ils ont quand même pu scanner pas mal de code. Alors, il y a une polémique en ce moment, parce qu'il y a des boîtes qui se demandent s'ils n'ont pas fait sur les guides privés. Ils sont en train de contrôler ça. Mais c'est pas mal. Alors sur le ChatGPT, pour générer du code, en fait tout ce qui est avant septembre 2021, parce que c'est la date
la documentation ChatGPT, ça va. Faites attention, sur le long code, il a tendance à, on n'a pas trop parlé pour l'instant, mais il a tendance à halluciner un peu. Donc moi, j'ai déjà vu commencer en Java et puis finir en PHP. Donc c'est un peu compliqué. Bon, c'était du très gros code. Et puis, comme j'ai dit, tout ce qui est stable avant 2021, c'est très bien. SQL, ça passe très bien. Des bibliothèques, j'ai testé avec des bibliothèques Python récentes, c'est dans le lac. Avec des bibliothèques Java récentes, c'est du code obsolète qui génère. Donc voilà, apprendre avec méfiance, quoi. Et on va finir là. Et je vous remercie pour votre attention. Et puis, encore tout l'après-midi pour nous croiser si vous avez d'autres questions. Bon après-midi.